Nous avons ensemble survolé l'œuvre vraiment très conséquente de Bernard de Montréal. C'est un survol, bien sûr, même si vous avez pu constater qu'il y avait des analyses quand même plutôt poussées de son travail. Donc ce poste sera une sorte de conclusion temporaire sur l'ensemble de cette étude. Et ici, là, aujourd'hui, j'aborderai la question de la place très particulière du cœur chez lui et aussi la question de l'énergétique, alors qu'il semble rejeter toute pratique de ce type et rejeter le cœur aussi. Bonjour, je m'appelle Roland Perret, je suis énergéticien en art solaire et voilà, j'ai analysé dans cette série de posts les propos de Bernard de Montréal en mettant l'accent sur ce qui m'a semblé mal compris par un certain nombre de chercheurs. Bon d'accord, cela vous paraîtra peut-être présomptueux à certains d'entre vous, et vous êtes bien sûr tout à fait libre de rejeter mes propos. Cependant, je me suis efforcé à chaque fois de citer ses propres paroles pour apporter des éclaircissements à certaines formules chocs qu'il nous a apportées. Alors sachez, c'est un rappel, que je ne suis inféodé à aucun système de pensée, je revendique le statut de libre penseur, je ne suis plus l'élève de quiconque, je prodigue actuellement la science solaire, l'art solaire. Mais revenons à Bernard de Montréal. Alors, cet homme a manifestement donné à l'humanité, de par son travail, des impulsions évolutionnaires indéniables. Nous pouvons donc parler d'un initié, n'est-ce pas? On peut vraiment avoir l'impression, en l'écoutant, qu'il y a un savoir, une connaissance, et même plus qu'un savoir, il y a une réalisation chez cet homme qui fait qu'on peut le qualifier d'initié. Mais c'est quoi un initié, finalement? Donc, on peut dire que c'est quelqu'un qui manifeste par ses propos, par ses comportements, un état d'être différent de l'ordinaire. Un état d'être qui a tendance à nous subjuguer, à nous interpeller, parce qu'on sent intuitivement que cet être a réalisé quelque chose en lui. Il y a une intelligence qui s'exprime par coulées, il y a une masse inépuisable d'informations qui nous paraissent à la fois inédites et puis en même temps elles ont ce petit parfum familier, n'est-ce pas? Comme si nous savions déjà ce qu'il disait. Enfin, très souvent, il y a ce côté-là, à l'écoute des initiés. On a l'impression de tout comprendre quand on est en présence d'un initié. Mais lorsqu'on s'en éloigne, la plupart du temps, on se retrouve curieusement incapable de restituer les propos. Pourquoi? Ben, Bernard de Montréal le dit lui-même. Et là, je vous mets une de ses citations. Les réponses à vos questions vous sont rendues dans le cadre de la transmission vibratoire supramentale, et non avec l'intention de vous informer ou de vous donner une connaissance intellectuelle des choses. Une transmission vibratoire, c'est une vibration. Il l'a souvent répété. Une autre citation, ce que j'ai à dire ne peut pas être appris par l'intellect, mais il peut être saisi, il ne peut être saisi que par la vibration de l'intelligence. Parce que c'est de l'énergie que je communique à l'homme, ce ne sont pas des formes. Ou encore, quand tu fonctionnes vibratoirement, l'information n'a pas besoin de passer par ton intellect, cette vibration, elle est synthétique, elle est totale. Eh oui, un enseignement authentique est toujours vibratoire. C'est-à-dire, quoi finalement? C'est-à-dire porteur d'une intelligence supérieure, c'est une vibration au-delà des mots, un savoir qui se transmet comme une force, comme une coulée dans l'être, c'est-à-dire une vibration énergétique. Mais il y a un problème avec ça. Et tous les initiés ont ce problème, il me semble. Comment transmettre efficacement?
Comment être vraiment compris? Comment, permettre d'accéder à cette expérience, à ce savoir, à cette connaissance? Comment expliquer? Comment voilà, comment transmettre? Alors, certains initiés, vous en connaissez certainement, ils transmettent sans mots, dans le silence. Alors, ça peut être l'occasion d'être touché par une force, ce qui arrive, d'ailleurs assez fréquemment. Mais avec cette manière de faire, il y a un gros inconvénient à mon avis. C'est que le mental, c'est-à-dire dans le sens de notre, compréhension, ne participe pas à la transformation. Il se tait sur l'instant et se retrouve dans une paix, dans une forme de silence qui est induit. Mais lorsqu'il s'éloigne de la source de qui l'enseigne, qui suscite cette énergie, le mental reprend le dessus et les processus d'illusion se réenclenchent. Et on garde le souvenir, n'est-ce pas, de cette expérience, mais on n'a pas de levier. On ne sait pas comment, retrouver cet état de grâce qu'on a vécu en approchant quelqu'un qui manifeste par sa vibration, par son être, par son état d'être, cette vibration qu'on sent fondamentale, qu'on recherche ardemment une fois qu'on en a compris l'intérêt, une fois qu'on a été touché par ça, on veut comprendre, on veut retrouver, on veut apprendre, on veut se développer, mais voilà, comment faire? Comment partager cela de la part des initiés? Alors, donc il y a ceux qui transmettent par le silence. On a vu que ça peut causer des problèmes parce que l'individu est livré, à lui-même. Et il y a ceux qui transmettent avec les livres et les paroles, bah, comme Bernard de Montréal et puis d'autres, bien sûr, quoi. Mais comme tous les témoignages et les partages des initiés qui s'expriment par la parole, eh bien, il y a perte de sens, il y a des interprétations multiples, parfois même délirantes. Et si on se raccroche exclusivement aux mots, à la lettre, on sait ce que ça donne. Une sclérose, une cristallisation de la pensée qui a perdu, du coup sa vitalité, sa force, son énergie, hein. Heu, on a bien vu ce que ça donne dans les religions, hein, des livres. C'est-à-dire que l'initié, quand il va parler, vous allez sentir la vibration, peut-être au-delà des mots, mais mais les mots, vous allez les interpréter. Et comment allez-vous les interpréter? Vous allez les interpréter sur la base de vos conditionnements, de vos pensées, de vos croyances, et c'est là que ça devient compliqué. Alors, Bernard de Montréal, qu'est-ce qu'il a fait? Enfin moi, ce qui me frappe chez lui, c'est sa puissance d'expression. Il est de ceux qui insufflent une énergie vraiment très forte, hein, dans leur expression. Bah, c'est comme un cri, quoi, presque une gueulante, hein, parfois, quoi. C'est une exhortation puissante, stimulante, un appel profond au changement même de son propre état d'être, quoi. Ça permet, comme une élévation, il suggère comme une aspiration, quoi. Moi, je trouve que c'est vraiment ce qui caractérise Bernard de Montréal dans ses propos. Ah, il n'est pas le seul, mais chez lui, c'est vraiment flagrant. Mais alors, est-ce que ça marche ça? Alors certainement, chez certaines personnes, ça a fonctionné. Mais cette manière de faire, comme, toutes les autres, à mon avis, comporte des inconvénients. Cet inconvénient, c'est le suivant: une expression forte, bah, ça marque les esprits, c'est puissant, mais ça n'a pas de nuance. Sinon, elle n'aurait pas sa force, n'est-ce pas? Une expression forte est souvent laconique, elle est presque parfois elle est brutale, elle est incisive, quoi. Et là, il y a un problème à cause du fonctionnement même de notre mental et puis de l'émotionnel humain qui reçoit à ce moment-là, cet enseignement. C'est le problème, même du mental humain qui est en cause. Son fonctionnement dialectique. Vous savez, cet aspect noir et blanc, cette manière binaire de fonctionner de notre pensée par opposition.
Si je dis quelque chose, c'est comme si j'affirmais que l'inverse était faux, alors que le réel est plus complexe, que notre manière de l'appréhender, avec ce que nous pouvons appeler le mental inférieur. Et il y a bien sûr, le sur quoi, comment dire? Une pensée, un mot va éveiller, des souvenirs, des concepts, des éléments connus en nous, des mémoires. Et Bernard de Montréal a beau dire d'éliminer cette mémoire et c'est la solution, mais un mot lorsqu'on l'entend, eh beh, il suscite des mémoires. «Ah oui, ça je sais, ça je connais, ça me fait penser à ça». On fait des comparaisons et ainsi de suite et on risque fortement de perdre le sens authentique de ce qui est dit. Le mental humain, finalement, c'est quoi sa fonction? Il donne une forme à ce qui n'en a pas, à quelque chose de sans forme, de vivant, dans le subtil. Mais lorsqu'il y a cette forme se crée, bah, il y a perte d'information, forcément, hein. Il y a incomplétude. Alors, il y a un autre problème qu'ont les enseignants véritables et les enseignants sincères et qui ont vraiment accéder à des niveaux de compréhension qui ont eu des, véritables réalisations, de véritables éveils, de véritables développements. Et ben, c'est quoi cet autre problème? C'est le contexte social dans lequel, bah, s'inscrit l'enseignement d'un initié. Alors si on prend les anciens, eux, devaient la plupart du temps lutter contre les systèmes religieux en place à leur époque. Les croyances, les voilà, bon, je pense que vous voyez tout à fait de quoi je parle. Si on prend un exemple plus proche, si on prend par exemple Rudolf Steiner, lui par exemple, il avait à lutter contre, l'envahissement grandissant de la pensée matérialiste, hein. C'est cet essor de l'industrialisation aussi, tout ce il y avait cette montée de la pensée matérialiste, scientiste de son époque et il y avait une forme de négation, de l'esprit, de l'élément spirituel, donc il luttait contre le matérialisme à son époque. Et Bernard de Montréal, contre quoi avait-il à se battre? Eh bien, à mon sens, il avait bien conscience de l'envahissement, New Age, des pratiques, pseudo-spirituelles et qu'il appelait la spiritualité, au sens large, hein, qu'il dénonce. Il dénonce la spiritualité, mais il n'arrêtait pas de nous parler de l'esprit, n'est-ce pas? Donc la spiritualité, il parlait de certaines pratiques et ça l'a poussé à dire ce fameux «ne rien faire», qui a été l'objet de mes premiers posts à son sujet, quoi. Ne rien faire pour exhorter ceux qui l'écoutaient à sortir d'un certain, consumérisme spiritualiste. Parce que vous voyez ce que je veux dire? Allez, on passe d'un stage à l'autre, et puis je vais faire tel rituel, et puis je vais faire un peu de tambour chamanique, puis je vais faire un peu de ceci, je vais faire un peu de cela, et puis, voilà, c'est du consumérisme, c'est-à-dire que sans la profondeur et sans un une pénétration de l'énergie supramentale, sans une transformation authentique, sans une véritable élévation vibratoire, eh bien, l'homme perd son temps et est, captif d'illusions, bah, des mondes spirituels, hein, notamment des entités. Bah, voilà, mais le sujet n'est pas là, c'est pas des entités dont je veux vous parler, quoi. Donc, vous savez, moi j'ai entendu, j'ai eu de multiples, messages qui vont dans ce sens. «Ah, tu parles de Bernard de Montréal, mais Bernard de Montréal a dit de ne rien faire et toi tu parles de pratique, donc tu es dans l'erreur». Ah, je vous assure, j'ai reçu un nombre de messages comme ça, c'est à cause de ce genre d'absurdité que je me suis permis de prendre la parole. Bien sûr qu'il y a quelque chose à faire, une action à mener, des processus à mettre en œuvre. Alors, avec BDM, il faut creuser un peu pour trouver où se trouve l'action à mener. Bah, juste pour dire, s'il n'y avait vraiment rien à faire, eh ben, nous serions tous déjà, au stade suivant de l'évolution, n'est-ce pas? Hein? C'est pas trop compliqué de ne rien faire. Mais bon, vous avez vu dans ce post, sinon je vous invite à le regarder, ce qu'il entendait par là, qui est beaucoup plus proche du non-agir, n'est-ce pas, des taoïstes que, une exhortation à ne rien faire, à n'avoir aucune,
pratique, aucune, discipline, quoi. Alors il n'a pas donné de clé explicite, Bernard de Montréal. Il a vraiment beaucoup plus, à mon sens, essayé de d'élaguer le milieu spirituel de ses branches pourries, quoi, que de donner des moyens d'accéder à la hauteur de son expérience propre, quoi. Il a, à mon sens, plutôt voulu prévenir l'humanité du piège des rituels, du piège des croyances, et puis, nous ne nous en sommes pas encore, sortis, hein, voilà, il y a encore beaucoup, beaucoup de cet aspect-là dans la spiritualité, d'aujourd'hui. Il y a encore autre chose. Pensez-vous que l'initié, celui qui a une haute expérience, est forcément capable d'expliquer comment atteindre les hauteurs qu'il connaît? Imaginez que vous ayez cette expérience, vous la vivez. Serez-vous capable de la partager, d'expliquer, de dire comment vous en êtes arrivé, à ce résultat? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment faire? Comment répondre à cette question? Comment je fais moi aussi pour accéder à ton expérience? Ah beh, dans notre monde, quotidien, c'est pas évident. Par exemple, un peintre, je prends l'exemple, un artiste peintre, par exemple, hein, et il peut être excellent, extraordinaire, un excellent artiste peintre, mais il peut, vous le savez bien, il peut être un très piètre pédagogue et pas du tout arriver à partager son savoir-faire. Alors, certains initiés ont des facilités pour nous décrire des mondes. Ils peuvent nous montrer aussi notre réalité terrestre dans le détail. On peut voir notre fonctionnement grâce à eux, avec beaucoup plus d'acuité. Certains arrivent à nous projeter dans une vision de l'avenir, quoi. Tout ça, en général, ils peuvent le faire plus facilement avec leurs connaissances canalisées par l'intelligence de l'esprit que de nous faire accéder à l'expérience. Il n'y a pas de mode d'emploi. Et puis c'est bien sûr à nous de vivre l'expérience. Comment est-ce qu'on fait? Alors, ce que nous pouvons faire, c'est essayer d'observer l'expérience supramentale telle que Bernard de Montréal l'a décrit, hein, pour lui-même. Il parle d'une descente de force, d'une force suprahumaine, d'une force cosmique qui transforme l'homme. Et cela à certaines conditions. Il ne parle pas d'un état de grâce qui nous tombe comme ça au hasard. Il y a des conditions. Et c'est l'étude de ces conditions nécessaires qui peut nous amener à trouver les leviers d'action qui nous permettront d'avancer, hein. Quelles sont les conditions pour pouvoir permettre, faciliter, susciter l'expérience de cette élévation, de cet accès à ces sphères plus élevées, ces sphères d'évolution? Comment est-ce que je peux grandir? Quoi, moi, vraiment, comment est-ce que je peux faire? Alors, la plus grande partie de l'enseignement de BDM est axée sur la dissolution de l'émotionnel. Ça, c'est évident. Au profit d'une intelligence supérieure à notre mental ordinaire. C'est clairement un travail psychique qu'il propose. Observer sa pensée, découvrir que les pensées ne sont pas nos pensées, hein, c'est une de ses citations. Alors ça, est-ce que c'est facile? Hein? C'est pas facile. Ça demande de déployer une puissante faculté d'observation de l'activité mentale, n'est-ce pas? Ça doit pas rester une simple idée, un concept, ça doit se vivre, se vérifier. Et alors comment est-ce qu'on acquiert cette puissance présence d'esprit? Comment y arriver sans une constante observation de soi? Par un entraînement. C'est un entraînement. Je m'entraîne à chaque fois, j'essaie d'aller plus loin, de faire mieux. C'est une pratique. En fait, BDM propose de sortir de l'exploration superficielle du spirituel pour entrer de plein pied dans une observation soutenue, en profondeur, une forme d'ascèse mentale qui nous débarrasse du brouillard de la pensée émotionnalisée, le périsprit, comme il l'appelle.
Là aussi, je vous amène à l'autre post, hein, sur ce thème. Alors, je vais faire un parallèle avec la pratique solaire que je propose personnellement. C'est exactement de cela qu'il s'agit, quoi. Ça correspond au développement du centre psychique dans le cerveau. Accompagner la vigilance mentale avec un renforcement de la puissance mentale. Permettre le déploiement de l'intelligence de l'esprit par l'ouverture éthérique, quasi biologique, du centre psychique, du centre de la tête. Voilà, je pourrais vous en parler plus longuement, hein, mais restons sur Bernard de Montréal. La pratique solaire, elle implique d'autres centres. Qu'est-ce qu'il en dit? Par exemple, le centre du cœur. Est-ce que Bernard de Montréal parle du cœur, parle du centre du cœur? Ah bah oui, il en parle, surtout vers la fin de sa vie, hein, dans les dernières conférences, et il l'appelle le cœur conscient. Le cœur conscient. Alors c'est pas le cœur comme on l'entend, on va dire en poésie, hein. Alors je le cite: «Le cœur conscient ne recherche pas le réconfort moral ou la piété». Et il va dire aussi: «L'homme nouveau sera totalement sans cœur», ce qui signifie dans ce cadre totalement intelligent. Alors, cela ne veut pas dire une absence de bonté, mais que la bonté n'est manifestée que lorsqu'elle est intelligente et non dictée par une insécurité astrale ou un sentimentalisme. Donc, il y a un cœur émotionnel et il y a un cœur conscient. Dans la pratique solaire, on fait la distinction entre le chakra du cœur, qui est astralisé, qui est le cœur émotionnel, et le centre cardiaque solaire, qui est le reflet de l'esprit. Alors, Bernard de Montréal insiste énormément sur l'erreur de l'amour émotionnel. C'est tout à fait logique. Si on considère l'énorme propagande sociale qui en est faite, et où on peut parler d'un véritable culte de l'émotion, hein, qui est bien sûr, alors au niveau social, source de manipulation et de profit, hein, le désir, l'émotion, ça fait vendre, et voilà, vous connaissez l'histoire. Pour Bernard de Montréal, l'amour humain est perçu comme une maladie, une fabrication de la civilisation. À l'inverse, pour lui, l'amour lié au cœur conscient, c'est un principe universel et impersonnel qui ne peut être utilisé que sur le plan éthérique, là où il n'y a aucune émotion. Le cœur conscient, c'est un principe universel, impersonnel, ça c'est très, très, très important, cette notion d'impersonnalité, où il n'y a aucune émotion, notamment personnelle. Et ce principe est subordonné à l'intelligence et à la volonté. Le cœur devient conscient en étroite relation avec l'aiguisement et l'électrification du système nerveux. Ce processus, vous entendez bien, on parle d'un processus, permet à la conscience de laisser ce qu'il appelle un souvenir dur ou une empreinte vibratoire permanente dans la matière physique, ce qui stabilise l'individu, l'empêche d'être ballotté par les influences fluctuantes de l'invisible. Une électrification du système nerveux. Si ça, c'est pas de l'énergétique, voilà. Alors, c'est exactement la proposition de la pratique solaire, avec une distinction claire entre le chakra du cœur qui est astralisé et le centre cardiaque solaire qui est le reflet de l'esprit. Cette distinction, elle est même illustrée par une différence de localisation biologique. Je vous renvoie à ce post sur mon site qui concerne la différence entre le chakra du cœur et le soleil du cœur. Le centre cardiaque, donc dans la pratique solaire, hein, à mon sens, doit être nourri et renforcé pour qu'il puisse déployer ses fibres
qui vont construire le corps moron-ciel, ce double éthérique, structure énergétique dont parle Bernard de Montréal. C'est ça l'électrification dont il parle, l'électrification du système nerveux, la sublimation du système éthérique, énergétique. Pour qu'il y ait cette sublimation ou cette électrification, comme il l'appelle, il faut qu'il y ait un apport de force, il faut qu'il y ait une forme de concentration. C'est tout le but de la pratique solaire. Donc ça nous amène à la question générale de l'énergétique. Bah, celle-là, elle est évidente chez Bernard de Montréal. En fait, il pourrait me dire qu'il parle que de ça. Qu'est-ce que c'est que la descente du supramental, si ce n'est pas la descente d'une force? Et donc nous parlons d'énergie. Citation, l'homme doit en venir à sentir en lui la vibration de l'esprit. Sentir en lui la vibration de l'esprit pour pouvoir vivre de cette vibration. C'est pas juste ressentir, c'est vivre. Il faut intégrer et manifester cette vibration. Voilà, c'est une expérience directe. La vibration de l'esprit se vit comme une sensation dans un premier temps. C'est un ressenti énergétique avant tout. Celui de l'élévation du taux vibratoire qui va permettre la manifestation de l'intelligence dont cette vibration est la manifestation. Une autre citation, une personne qui a un taux vibratoire d'un certain ordre ne peut pas être affectée par des entités astrales. Bon, on a dit que je ne parlerai pas des entités dans ce poste, mais voilà, au passage, l'élévation du taux vibratoire dont il parle est essentielle, quoi. C'est une évidence, quoi. Mais pour avoir le pouvoir de la contester, là il parle de la pensée, et mettre un arrêt, arrêter le mental, arriver au silence mental, cela prend un certain taux de vibration. Un taux de vibration. Ce taux vibratoire, c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui se stimule, c'est quelque chose qui se maîtrise, quoi. Une hausse du taux vibratoire accompagne l'électrification du système nerveux, permettant à la conscience de laisser une empreinte durable dans la matière. Ce que nous appelons ici énergétique, c'est bien ce pont entre l'esprit et le corps. C'est la structure nerveuse électrifiée, dirait BDM, qui est indispensable à la manifestation de l'intelligence dans l'homme, à la manifestation de la lumière sur la Terre. Or, pour pouvoir recevoir ces forces, l'homme a besoin de mettre tous ses corps subtils, tout son être, ne rien laisser au placard. Il a besoin de mettre tous ses corps au diapason de ces énergies, sous peine d'en être brûlé d'ailleurs. Ça, Bernard de Montréal en parle aussi. Il faut qu'il y ait une préparation. Il doit y avoir une préparation de la structure pour pouvoir recevoir la lumière. Et cette préparation consiste en la maîtrise du taux vibratoire. Ce qui est en quelque sorte une élévation de sa vibration d'être qui permet de venir à la rencontre de son être essentiel, son double. Il faut s'élever pour pouvoir venir à la rencontre de qui nous sommes vraiment. Je ne veux pas dire que seule la pratique solaire est libératrice. Quelle seule, c'est la clé. Voilà, le prosélytisme, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Il y a forcément d'autres pratiques, d'autres manières de faire. Simplement, c'est celle-là que je connais, donc c'est celle-là que je peux enseigner. C'est tout simple. À savoir quand même que ces pratiques fondamentales, elles sont très rares. Alors, je peux vous dire ce que j'appelle pratiques fondamentales. On peut les reconnaître au fait qu'elles ont forcément toujours ces aspects suivants, ces aspects. Tout d'abord, il y a l'épuration du système émotionnel. Il y a forcément la négation de l'astralité, c'est-à-dire la résolution des problèmes émotionnels chez l'être humain, prendre conscience qu'il n'a pas juste à écouter ses émotions, être en réaction. C'est non seulement la cause de tous les troubles
sociaux sur la planète, autant que dans toute relation humaine. C'est aussi la condition sine qua non pour arriver à pouvoir s'ouvrir aux énergies supérieures, aux énergies intelligentes, qui ne sont pas dépourvues de beauté, de bonté, mais qui sont intelligentes, qui sont à propos. Enfin, voilà, ça demande beaucoup de développement et je ne m'en priverai pas, bien sûr, tant que possible. Donc, la négation de l'astralité, l'épuration du système émotionnel. Il y a ensuite une condition mentale. On ne peut pas avancer si on n'observe pas sa pensée, l'observation mentale. Si on ne se connaît pas, si on ne voit pas comment on fonctionne, ça ne va pas être possible. Il faut prendre conscience que comme dit par exemple Bernard de Montréal, ma pensée n'est pas forcément la mienne, ou que la pensée vient peut-être comme du dehors. Enfin, ce sont des outils qui permettent d'appréhender la pensée, qui permettent d'avoir une forme de dissociation, donc de regard, de recul sur sa propre pensée. C'est ce qui permet l'établissement du silence mental. Et le silence mental est le lit obligatoire de l'intuition. L'intuition ou les forces supérieures, les forces de l'intelligence ne peuvent pas venir dans un tonneau trop plein, rempli de pensées, de certitudes, de croyances. C'est un véritable obstacle. Il ne peut pas y avoir du vivant, du neuf dans ce qui est mort finalement, parce que nos concepts cristallisés sont loin d'être vivants. C'est une accumulation plus ou moins inerte, bien que fluctuante, d'éléments qui ont besoin d'être apaisés, rendus au silence, pour que le mental puisse être vivifié et devenir le l'instrument de l'expression de l'intelligence au-delà du mental. Une autre condition dans les pratiques fondamentales, c'est l'élévation à volonté du système vibratoire. Tant que vous n'êtes pas capable d'élever à volonté votre système vibratoire, c'est-à-dire là je suis pas bien, ça va pas, j'ai un trouble et tout, tant que je suis pas capable de modifier ça et de me rendre dans un équilibre, tout simplement parce que je le veux, parce que je le décide, eh ben, on n'ira pas loin, parce qu'on sera toujours une victime des émotions, des impulsions. Donc, la maîtrise du système vibratoire, c'est un art, voilà, c'est un art, et il est obligatoire pour pouvoir avancer. Sans compter, évidemment, les avantages au-delà de la décorporation, hein, au-delà de la mort, quant à cette maîtrise vibratoire. Voilà. Mais je ne vais pas développer plus avant. Et il y a un autre aspect dans les pratiques fondamentales, c'est l'ouverture et la descente de l'intelligence, la descente d'une force jusque dans les cellules. Pour que cette force soit juste, qu'elle soit la bonne, la vraie énergie, et non pas un mensonge quelconque, il faut qu'il y ait cette négation de l'astralité, il faut qu'il puisse y avoir le silence mental, il faut qu'il y ait cette maîtrise de l'élévation du système vibratoire. Et là, il faut et il peut que l'énergie puisse descendre en nous et que notre être, nos structures puissent en devenir l'instrument de la manifestation de l'intelligence, de l'harmonie. Voilà, je termine pour l'instant avec ce post, cette série d'études de l'enseignement spécifique de Bernard de Montréal. J'aborderai certainement peut-être le travail d'autres penseurs. En attendant, je vous dis à bientôt.
pour de nouvelles découvertes.